Ne soyez pas trop déçus, c'est bien Guillaume Meurette qui va vous parler du rituel des toilettes. Mais on a convenu ensemble que j'allais vous parler rapidement, enfin situer rapidement le sujet. C'est important d'aller aux toilettes parce que vous savez que depuis le Moyen-Âge, quand on demande à quelqu'un comment il va, ça sous-entend comment il va aux toilettes, puisque la qualité et la quantité des selles restent un indicateur de bonne santé depuis des années. On s'était dit aussi qu'avant que Guillaume vous fasse une espèce de voyage au travers des différentes cultures et générations autour des toilettes, on fera un petit rappel physiologique que vous connaissez tous, mais c'est jamais mauvais de revoir la physiologie. Le réflexe d'échantillonnage, c'est quelque chose qu'on apprend en 4e année, ou un peu avant, même en 2e année de médecine normalement. Donc c'est un réflexe qui paraît simple. C'est une fonction théoriquement simple également, mais qui en réalité est complexe puisqu'elle fait interagir des muscles striés et des muscles lisses. Avec là-dessus d'autres paramètres qui vont intervenir, on va le revoir. Donc rapidement, je vais pas il y a une seule diapo de physiologie. Au repos, le rectum est vide, la pression est censée être négative. Les sphincters assurent la barrière de pression qui permet d'être continent. Lorsque des matières arrivent dans le rectum, il y a une sensation de besoin vers les centres, c'est ce qu'on dit aux étudiants. Lorsqu'on a envie d'aller aux toilettes, en théorie, c'est qu'on a des matières dans le rectum. En revanche, si on a des matières dans le rectum et qu'on ne le sent pas, c'est qu'on commence à avoir un méga rectum et que la sensation s'est émoussée. En même temps qu'on a cette sensation de besoin, il y a le réflexe recto-anal inhibiteur qui fait fantasmer beaucoup de personnes en manométrie. Chez l'adulte, c'est plus la peine de le rechercher, mais il est toujours noté dans les comptes rendus de certaines manométries. Donc, quand on a des selles dans le rectum, on a une sensation de besoin, et puis on a une ouverture du canal anal, de la partie haute du canal anal, grâce à ce réflexe, ce qui va permettre au système sensitif d'analyser le contenu rectal. C'est ce qui disparaît finalement chez les patients qui ont été traités par radiothérapie ou qui ont des antécédents de rectite inflammatoire avec des zones cicatricielles. On ne sait plus discriminer ce qui se passe et on ne sait plus si on doit évacuer ou pas. Et c'est là le grand rôle du sphincter anal externe, qui est un muscle strié, donc fatigable. C'est-à-dire que pendant cette période d'analyse, le sphincter anal externe est contracté, permet d'assurer la continence, mais il se fatigue, donc il faut vite réagir. Et donc soit évacuer les selles qui sont dans le rectum, c'est la défécation, parce que socialement on peut le faire et qu'on a bien ressenti ce qu'on avait dans le rectum en termes de qualité. Donc on évacue les selles en contractant son rectum et en relâchant l'appareil sphinctérien. Et puis si c'est pas le moment, parce que là, on est tous retournés dans la salle et qu'il va falloir rester continent encore quelques heures avec nous, eh bien le rectum va se distendre. Lui, c'est sa principale qualité, sa capacité à adapter son volume à son contenu, c'est la compliance rectale. Le sphincter anal interne va petit à petit retrouver sa pression, tout comme le sphincter anal externe, et on va se retrouver au moment de la phase de repos. Et tant qu'on tient un petit peu, il ne faut pas tenir trop longtemps et pas trop contenir des selles. On peut avoir des selles dans le rectum si le rectum s'est un peu distendu et que les mécanorécepteurs ne sont plus stimulés. Alors tout ça, ça paraît simple. En fait, c'est d'une part très complexe physiologiquement. Et puis ce qui rend les choses beaucoup plus complexes et ce qui va faire que Guillaume va vous passionner dans quelques minutes, c'est que le cerveau, qui est un organe quasi exclusivement féminin, que vous ne connaissez pas très très bien pour certains, va influencer évidemment cette fonction, d'une part par les émotions. Il fallait que je fasse un petit clin d'œil quand même à notre région provençale. Toutes les émotions vont influencer le ressenti, tout ce qu'on vit au travers de cette fonction défécatoire. Et puis il y a aussi la culture, je pense que Guillaume en parlera, les différences culturelles, à la fois de croyances ou à travers le monde, qui vont influencer la fonction défécatoire de manière assez surprenante. Et donc c'est pour ça que je vais passer la parole à Guillaume, éminent professeur de chirurgie, très cultivé. Je voulais quand même lui faire une petite dédicace parce que je le connais depuis un certain temps et qu'il a plein de talents et qu'il est temps que vous le sachiez, il est à la fois chanteur, musicien, danseur. J'en ai fait les frais. Il porte très bien la moustache, on est au mois de novembre. C'est aussi un grand fan, non seulement de cyclisme, mais aussi de l'OM, parce que là, j'en ai un petit peu marre de voir Vincent Deparade se balader avec une écharpe affreuse. Donc je passe la parole à Guillaume pour vous faire part de la culture autour du rituel des toilettes. Merci. Bien, bonjour à tous. Je suis extrêmement flatté de pouvoir venir vous parler pendant quelques minutes du rituel des toilettes. Alors, c'est aussi un petit peu thérapeutique pour ma part, parce qu'en réalité, il faut en préambule que j'explique que ce rituel des toilettes est venu du fait que depuis environ 18 mois, nous avons réuni des groupes d'experts français, européens, pour essayer de discuter autour de la construction d'un essai prospectif randomisé qui cherche à évaluer l'intérêt de la chirurgie chez les patients dyschésiques. Alors ça fait à peu près 20 ans que je fais de la chirurgie pour des patients dyschésiques
Et si j'en suis rendu aujourd'hui à me poser la question de savoir si on peut monter un essai prospectif randomisé, c'est qu'aujourd'hui j'en doute très modestement devant vous. Et la surprise était que quand on réunit les experts, mais personne n'est capable de dire ce qu'est la dyschésie. Alors ensuite on se retourne vers des méthodologistes et on leur dit on voudrait essayer de monter un essai, voilà les critères d'inclusion. Ils disent mais avec ces critères d'inclusion on ne va jamais pouvoir différencier les malades, il faut stratifier, essayer de savoir ce qu'est le syndrome d'obstruction défécatoire, il faut avancer avant de pouvoir construire un essai randomisé. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, mais c'est bizarre qu'on n'arrive pas à définir ce qu'est la dyschésie et que même les experts qui font que ça finissent par se dire, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on n'est pas tous dyschésiques et que finalement, en retournant le problème, la dyschésie est la normalité et le fait de pouvoir chier facilement est quelque chose d'anormal. Alors, j'ai quelques hypothèses pour ça. Pour ceux d'entre vous qui ont des difficultés à relaxer votre anus, sachez qu'on ne manque pas d'outils pour essayer d'avoir une vie anale normale. Si en ce moment vous vous sentez un petit peu tendu, aux propos que je vais tenir, et je m'excuse du caractère assez peu politiquement correct, mais n'hésitez pas à flasher le QR code et vous mettre une petite musique dans les oreilles pour détendre l'anus, ça fonctionne. Alors le rituel des toilettes, bon, je n'étais pas sûr de la définition, je demandais à mon maître ChatGPT, comme depuis ce matin à peu près tous les orateurs, donc c'est pas très original. Évidemment, chier, c'est bien un rituel, parce que ça mêle toutes les définitions de ChatGPT. Il y a une fonction symbolique, une reproduction régulière, ça dépend des gens, un cadre, des règles spécifiques, un but communautaire et souvent personnel, et puis une nature sacrée ou solennelle, et c'est celle-là qui m'a le plus interpellé, pour essayer de comprendre pourquoi vous, comme moi, sommes tous dyschésiques. Donc finalement, un rituel est une pratique structurée qui permet de donner du sens aux événements de la vie, de renforcer les liens sociaux, et parfois de se connecter à une dimension spirituelle ou symbolique. C'est la définition même de la défécation. Alors pour reprendre la physiologie, parce que quand on ne sait pas, on se réfugie dans nos connaissances, c'est à peu près, de façon simpliste, ce que vient d'exposer Véronique, c'est-à-dire qu'on a un transit intestinal, contrairement aux urologues qui n'ont qu'une vessie à vider et à remplir, nous avons un transit avec des selles qui ont une consistance différente. Mais tout ceci est très naturel. On a des anomalies du transit, on peut avoir une anomalie plutôt par malfonction terminale, et ces deux vont probablement interagir, c'est-à-dire que quand on a une anomalie terminale, on va avoir un retentissement d'amont, et quand on a un transit qui se fait mal, on va avoir une dysfonction terminale. Donc déjà, séparer une constipation de transit d'une constipation terminale n'a absolument aucun sens sur le plan physiologique. Mais si on se limite à ça, c'est simple. C'est simple, et on considère une chose compliquée qui vient par-dessus, qui est fascinante, et dont on devrait probablement faire un peu plus attention, c'est que la seule partie sous l'influence de la volonté, c'est l'anus. Dans l'ensemble de notre tractus digestif, sauf à considérer que vous avalez, et encore, le fait de déglutir n'est pas totalement sous contrôle de la volonté. Mais l'anus, c'est la seule partie qu'on peut contrôler. Et c'est là que probablement la dyschésie vient définir la normalité. Comment notre cerveau fait pour que nous puissions évacuer, disons, sereinement, dyschésique ou non, le rectum. Et donc, on peut penser ou émettre l'hypothèse que la façon dont on évacue le rectum en dit long sur notre rapport au monde et sur la santé de notre société. J'ai compris ça assez récemment, puisque, migrant d'une région où j'habitais une maison avec un jardin, mon petit chien Pago, qui est un chihuahua de 5 ans, 2,5 kg, allait faire ses besoins de façon très facile. Et depuis qu'il habite dans un appartement au 6e étage, et que je suis obligé de le descendre le matin tôt et le soir tard, et je lui ai appris à faire ses besoins uniquement au moment où je le sortais. Et ce pauvre animal, est-ce que vous pouvez lancer la vidéo ? Ce pauvre animal, vous allez voir, qui m'a donné son accord pour que je diffuse, eh bien, est devenu dyschésique. Il a un mal de chien à évacuer le rectum. Bon, je vous épargne son supplice. Est-ce qu'on peut revenir à la présentation ? Alors, oui, le vrai problème, c'est qu'on manque d'essais, de modèles précliniques pertinents pour pouvoir en juger, puisque le chihuahua, mais vous le savez probablement, n'est pas accepté dans la recherche scientifique parce que son cerveau est trop petit, ce qui est terriblement injuste pour un animal aussi intelligent que Pago. Alors, on a quand même une description expérimentale de l'obstruction fonctionnelle à évacuer le rectum, c'est l'anisme. C'est pas si vieux que ça, 1985.
L'anisme, ça a été défini de façon très simple. On s'est rendu compte, tardivement, admettez-le, que certaines personnes n'arrivaient pas à évacuer le rectum et d'autres un peu plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'elles arrivaient toujours facilement, mais elles n'arrivaient pas à évacuer. Simplement en gonflant un petit ballonnet avec 50 cc de sérum, si le patient peut évacuer naturellement ce ballonnet gonflé, on considère que son évacuation est normale. Et s'il n'arrive pas, comme cette sous-population décrite par l'équipe du Saint-Marc, c'est qu'a priori, il souffre d'un anisme pour lequel on n'a pas de substratum anatomique, au défaut d'une contraction qui est anormale au niveau de cette musculature périnéale. Donc c'est bien un problème comportemental. Mais la mésentente entre la vidange des émonctoires et la société remonte bien plus loin. Alors là, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer ce qui est terrible, cette image que tout le monde montre dans les congrès des latrines au temps de la Pax Romana, et même un petit peu avant au temps des Étrusques, prétextant qu'à cette époque, on pouvait chier tranquille en public. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'avaient inventé les Romains, c'était l'assainissement. Donc ils avaient construit des latrines pour pouvoir diriger les selles et nettoyer et pouvoir les évacuer. Mais finalement, les patients étaient peut-être dyskésiques. On n'a aucun témoignage de cette époque de la capacité des patients à évacuer plus facilement le rectum que maintenant. Et puis, les aristocrates de l'époque, puisque ça s'était consacré essentiellement à la plèbe, les aristocrates, eux, chiaient tranquillement dans un autre endroit. Ce qui témoigne bien du fait que déjà, à l'époque, ce n'était pas forcément quelque chose de socialement acceptable. Et puis, le Moyen-Âge, qui était une période de forte croissance de la population, a aussi eu ses défauts, et en particulier le fait d'avoir abandonné cet assainissement. Et alors, probablement pendant cette époque, on a greffé à l'imaginaire collectif les épidémies qui vont émailler l'évolution de l'humanité pendant ces quelques siècles, et puis les évacuations deviennent anarchiques dans la rue, ou dans les petites ruelles. Elles servent au mieux d'épandage pour pouvoir cultiver, mais malheureusement, les années de famine, cet épandage se vire en épidémie, et on assimile les émonctoires, la vidange des émonctoires, la fange, la selle, au malin et à la dissémination des miasmes. Et probablement qu'aujourd'hui, en 2024, ici, aujourd'hui, le 15 novembre, c'est ça qui fait que nous avons tous du mal à chier. Du moins, c'est une hypothèse. Il faut attendre le XVIIe siècle, puis le XVIIIe, pour voir les premiers travaux d'assainissement. Alors j'ai pris un exemple assez précis, et l'invention des toilettes, qui pourtant date de personnalités qui ont probablement entraîné le salut de l'humanité à cette époque, Harrington et Cumming, l'un poète, filleul de Sa Majesté, l'autre horloger, qui aurait pu être suisse. L'un a inventé la chasse d'eau, et l'autre le siphon. Vous savez, le petit truc qui fait que la selle disparaît une fois qu'on tire la chasse d'eau et qu'elle ne revient pas avec la colonne sèche. Mais malgré ces inventions qui sont tardives, prenons l'exemple de Paris. Regardez, 1810 à Paris, on avait encore ces rues pavées avec un assainissement qui était absolument effroyable. Une puanteur, une fange partout. On a inventé le pavé, le carreau parisien, pour pouvoir suppléer cette fange et cette boue qui n'étaient nettoyées que par le ruissellement de la pluie. Autant dire qu'à cette époque, il valait mieux damer le haut du pavé comme les bourgeois latéralement dans la rue qu'être au milieu et risquer malencontreusement de rester sur le carreau en glissant sur la boue. Mais tout ça a eu quand même des conséquences jusqu'à cette période tardive avec une épidémie de choléra, 9000 morts dans Paris en 1832. Et donc tout ça est probablement ancré dans notre mécanisme défécatoire de façon durable. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Il faudra attendre quand même d'autres bienfaiteurs de l'humanité. Le baron Haussmann, très connu pour avoir ouvert ses grandes artères dans Paris et avoir donné l'exemple à d'autres grandes villes qui l'ont suivi, comme Marseille, avoir amené la lumière au milieu de ces grandes artères, avoir oxygéné Paris, mais surtout d'avoir construit et d'avoir dirigé ces 150 km à cette époque d'égouts dans Paris et d'avoir assuré la continuité entre la chasse d'eau qu'il voulait obligatoire dans les immeubles et puis le drainage dans les égouts parisiens, y compris ici au petit village de Bercy qui était marécageux. Il a construit une grande réserve d'eau pour pouvoir laver Paris de ses émonctoires et probablement assurer le salut de notre humanité. Depuis cette époque, nous n'avons eu de cesse que d'esthétiser ces toilettes pour pouvoir évacuer dans de bonnes conditions. Toutes les cultures ont une évolution sensiblement identique, on embellit cette zone. Mais pensez-vous que ce soit vraiment pour rendre ceci socialement plus acceptable? Alors je ne pense pas, que nenni, car derrière cet esthétisme, il y a toujours les troncs honteux. Et si on compare par exemple avec l'urine, où on arrive quand même à rendre l'urine sociale, ici un petit exemple
vécu de la fête de la bière à Munich en 2016, on peut rendre la vidange de la vessie terriblement sociale et conviviale. Alors que, malheureusement, vous comme moi, nous vivons encore l'évacuation de notre rectum de façon désespérément solitaire, et nous privant ainsi probablement de ce que pourrait nous donner ce trou, au fond, comme jouissance libératoire. Pensons-y. En fait, la dyschésie, c'est juste ça. On nous dit on a une mauvaise position sur les toilettes. Fausse excuse. Il suffit de mettre un petit tabouret pour pouvoir lever les genoux et ainsi pouvoir évacuer. Mais la position inadaptée sur les toilettes n'est pas nécessairement liée aux toilettes. C'est peut-être simplement le fait que les gens n'osent pas s'asseoir et veulent s'enfuir dès que l'étron est parti, comme dans un starting block. Et c'est pourquoi, quand on prescrit le petit tabouret squatty-potty enfantin à nos patients, certains disent « je suis un peu amélioré », beaucoup ne l'utilisent pas finalement, et certains disent « ça ne change rien ». Pourquoi ? Parce que la contracture de la face postérieure de la cuisse des muscles ischio-jambiers adducteurs reste identique, et le périnée est fermé avec les jambes un peu remontées. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas faire descendre dans ce trou noir qui risque de les aspirer et mettre leur croupe en proéminence. Ils veulent fuir les toilettes. Nous voulons tous fuir les toilettes. Celui qui pourrait témoigner de ça, car personne n'est jamais allé voir, sauf un parmi nous, il est dans l'assistance, Michel, qui a inventé ce magnifique instrument, le vidéodéphécoscope. Il a mis une petite caméra qui nous permet de voir, lorsque nous chions, comment les choses se passent. Lui pourrait en être témoin de cette façon dont on évacue et dont on se sauve pour éviter d'être confronté à la dure réalité. Mais tout ça nous prive véritablement d'un rôle purificatoire, soulageant et jouissif de la vidange du rectum. Et finalement, le monde moderne dans lequel on vit n'arrange rien. Voici le couloir des bureaux médicaux à l'hôpital de Genève que j'ai pris en photo pour vous. Mon bureau est ici, que je partage avec un collègue, ce qui ne facilite pas l'évacuation des gaz tranquillement. Mais pour ce qui est de l'évacuation des selles, vous voyez qu'on a une certaine intimité respectée, puisque les toilettes sont ici, et qu'il me suffit d'ouvrir la porte, regarder à droite à gauche et me dire « bon, je peux aller chier ». Véronique, Damien, chiez-vous au travail. Parce que l'idéal à venir serait de nous offrir ce magnifique open space. Formidable. Mais étant entendu que les toilettes sont ici, on ne peut plus partir chier tranquille. C'est forcément fait au-dessus de tout le monde. Donc on n'est pas fait pour améliorer la dyschésie de l'humanité. Et pourtant, c'est dommage, parce que les toilettes sont un espace qui peut servir à beaucoup de choses dans ce petit think tank, 13 pays quand même, a permis de montrer que finalement, eh bien, ça pouvait éviter le burn-out, puisqu'on pouvait, dans 3% des cas, s'y cloîtrer avant d'exploser sa colère ou sa frustration, faire une mini-sieste. Enfin, les toilettes servent à beaucoup de choses. Si on le rendait réellement, socialement acceptable, on pourrait progresser. Alors peut-être que dans la sphère privée, les gens sont plus, disons, assument un peu mieux. Eh bien, que nenni, c'est la même chose. Dans les cabinets d'architectes, maintenant, on vous flanque les toilettes dans un tout petit trou qui fait 1,5 m² et on vous explique qu'on peut encore le restreindre, hein, mais on ne peut pas tenir à deux, mais on peut faire encore une plus petite cuvette, ce qui ne va pas nous aider à avancer. Alors la transition est ici un petit peu délicate, je vous le concède, mais on pourrait passer une journée à parler de l'évacuation de la vessie, ça va encore, mais du rectum quand on fait du vélo, c'est pas très simple. Je passe sur les détails, mais c'était surtout pour faire un petit clin d'œil aux hôtesses qui nous permettent d'avoir ce congrès dans des conditions qui sont hyper agréables, et je les remercie chaleureusement, et j'associerai à la fin, si cette présentation vous plaît, les applaudissements. Et dans l'espace, parce que l'avenir de l'humanité, on a bien compris qu'avec Elon Musk, c'est pas sur Terre, puisqu'elle est déjà foutue. Mais dans l'espace, c'est un autre problème. Pouvons-nous chier dans l'espace ? Thomas Pesquet nous dit, oui, on peut chier dans l'espace, ça a été beaucoup étudié. Le problème, c'est surtout pour arriver à la Station spatiale internationale, parce que pendant ce trajet où on est un petit peu à la verticale, surtout, vous savez, dans les 10 secondes qui précèdent le départ, on a, je conçois, une petite envie d'aller à la selle assez rapide. Du moins, je la trouverais normale déjà pour monter sur le pupitre. Parfois, ça nous titille. Eh bien, sachez qu'on fait dans sa combinaison et on attend d'arriver dans la Station spatiale internationale pour la nettoyer, ce qui est quand même pas forcément glamour pour reprendre le terme qu'on a. Et puis, quand on arrive dans la station spatiale, sachez que quand les chiottes sont en panne, tout le programme s'arrête. Sur Terre, tout le monde est mobilisé sur la réparation et tous les cosmonautes n'ont plus qu'une seule idée, réparer les chiottes. Parce que sinon, je ne sais pas ce que devient le Vibrio choléra en impesanteur, mais je pense que c'est une expérience qu'ils n'ont pas envie de vivre. Du moins ça, c'est véritablement important.
Et pensez pas que ce soit quelque chose de futile. La NASA a programmé ce Space Poop Challenge et a proposé des prix aux 3 meilleures idées qui nous permettraient d'améliorer, vous savez, dans cette perspective d'aller vivre sur Mars. Parce qu'il faut y aller, ça prend quelques jours, quelques semaines. Et donc, on a donc en 2016 déjà 3 gagnants, dont ce sympathique médecin généraliste, mais qui appartient à l'US Air Force et qui a inventé cette combinaison basée sur une déviation des trocars de laparoscopie qui permet, avec un système aspiratif, de pisser, mais de chier aussi, et puis de collecter ça latéralement, la combinaison, ce qui était estimé en tout cas fort pratique, qui lui a remporté le premier prix. Tout ça pour dire que quand même, on reste encore aujourd'hui, en 2024, avec un problème. Et moi, je crois qu'avant de faire cette étude prospective randomisée, il faut à tout prix qu'on trouve le moyen d'expliquer aux gens ce qu'est la normalité de chier. Ce n'est pas forcément un acte sale, je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre là-dessus, mais peut-être un rituel purifiant. Alors effectivement, tout le monde n'est pas égal. Alors, je suis passé rapidement, mais vous voyez, par exemple, dans cet article qui n'était pas forcément hyper intéressant, mais ce que j'ai trouvé d'assez rigolo, c'est qu'on estimait que pour la population en général, un chirurgien, ça ne pouvait pas chier. Parce que c'était quelqu'un de propre. C'est quand même étonnant. Les femmes sont réputées plus propres que les hommes. Donc forcément, elles ne peuvent pas chier non plus. Parce que... Et ça pose problème, parce que moi, ma consultation, c'est quand même 85% de femmes. Et vous voyez que quand on regarde les différentes situations, les toilettes publiques, sur le site du travail, chez des amis ou chez un nouveau partenaire sexuel, eh bien, vous avez quand même une proportion non négligeable, en tout cas plus significative pour les femmes, qui sont extrêmement gênées de pouvoir évacuer le rectum. Donc tous les problèmes ne sont pas résolus. Alors, je passe rapidement parce que ça fera l'objet d'une future présentation, si c'est le s'il vous plaît. J'ai un acte 2 sur les gaz. Les hommes ont une propension à pouvoir plus facilement lâcher les gaz en compagnie de leurs partenaires que les femmes. Et je pense que c'est un autre problème. En tout cas, c'est pas directement lié à la vidange des émoutes. Ceci dit, je n'ai pas résolu le problème. J'espère avoir soulevé certaines réflexions. Mais nous vivons dans un monde qui n'a jamais autant érigé le paradoxe en règle. Et à l'heure où nous avons induit, bêtement, avouez-le, une pathologie proctologique pour laquelle la plupart d'entre nous assurons un salaire quotidien, pendant le même temps, vous avez quand même de nombreux pays où il n'y a pas la moitié de la population qui a accès à des sanitaires. Et ça, c'est un vrai problème. La moitié de la population mondiale n'a pas accès à des sanitaires. Et ça aboutit, pour plus d'1 milliard de la population, à la défécation en plein air. Alors, loin de moi l'idée de renier ces siècles d'évolution qui ont aseptisé notre pratique défécatoire pour essayer de revenir un petit peu en arrière. Je pense qu'il faut trouver un bon compromis. Ça, c'est pas bien, parce que ça va entraîner, d'une part, des épidémies, certes, choléra, certes, différentes dysenteries, amibiase, le péril orofécal, mais ça augmente aussi les violences sexuelles. Ça augmente aussi l'analphabétisation, puisqu'on renonce à aller à l'école quand il n'y a pas de sanitaire, pour ne pas avoir une défécation en plein air. Et donc, on ne mesure pas l'importance de ces stratégies qui servent à améliorer pour l'autre moitié de la population mondiale l'accès à l'hygiène, comme nous nous en plaignons, ou je m'en plains aujourd'hui face à vous. Alors, pour essayer d'apporter une réponse constructive, je dirais que d'un côté, nous avons tant fait pour assainir et aseptiser notre organisme que nous en avons renié une partie anatomique et créer un certain nombre de pathologies. Et je me demande aujourd'hui si la dyschésie n'en fait pas partie. Et d'un autre côté, la moitié de l'humanité ne peut prétendre à une civilisation, à une société qui lui assure la sécurité sanitaire et sa dignité, qui nous semble évidente à nous aujourd'hui. Alors, 2 propositions. La première, il faut vraiment qu'on apprenne à nos enfants, vos enfants, à chier librement, en lâchant une grosse caisse. Et nos bourgeoises aussi. Les femmes ne doivent plus avoir honte d'aller déféquer comme elles l'ont aujourd'hui, et peut-être qu'on aura beaucoup moins de dyschésiques en consultation. Tout ça pour libérer nos démons, les démons des épidémies passées, certes ancrés dans notre imaginaire collectif, et puis une obsession pour l'hygiène et la propreté que notre société a créée en reniant la propre nature, qui n'est pas nécessairement sale. Et peut-être que si nous avons moins de dyschésiques en consultation, il ne sera pas la peine de faire un essai prospectif randomisé, parce que peut-être on n'aura plus besoin de les opérer et qu'on pourra se concentrer ou dépenser un petit peu plus d'énergie pour sauver les vies de ceux qui n'ont pas forcément le luxe d'accéder à ce niveau d'hygiène et qui souffrent aujourd'hui des épidémies du passé, de notre mémoire peut-être un peu courte et de notre aveuglement. Je vous remercie.